Bienvenue à ce webinaire sur la cybersécurité. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Du coup, avant de débuter, je vais présenter très rapidement les interlocuteurs du jour. Donc, je vous présente Maria, qui est commerciale chez Prestige Téléphonie sur notre agence de Bordeaux. Bonjour. Fabien, notre responsable technique. Bonjour, enchanté. Et moi-même, Clémence, donc également commerciale chez Prestige Téléphonie sur l'agence de Bordeaux. Du coup, aujourd'hui, on a décidé de vous faire ce webinaire sur le thème de la cybersécurité. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, je vais rapidement présenter qui est Prestige Téléphonie. Donc, Prestige Téléphonie, c'est 3 agences en France, Paris, Orléans et Bordeaux. Aujourd'hui, on a 35 ans d'expertise dans le domaine des telcos. On a la chance aujourd'hui d'avoir la double casquette, la casquette opérateur à travers notre partenaire historique qui est SFR Business et la casquette intégrateur à travers notre propre solution de téléphonie, comme unifié, Wi-Fi et bien sûr sécurité. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on gère à peu près un parc de 1600 clients, donc de tout type d'entreprise et de tout secteur d'activité. Vous avez un petit échantillon des clients actuellement avec qui on travaille. Donc, vous voyez, avec tout type d'activité. Et bien sûr, je vous encourage à aller sur notre site internet sur lequel vous allez retrouver toute notre palette de solutions et des cas clients et des témoignages. Voilà. Donc, du coup, concernant notre webinaire d'aujourd'hui, on a décidé de le faire en 3 parties. La première, ça sera un petit focus chiffré sur la cybersécurité avec des chiffres clés. En deuxième partie, Fabien nous fera une démo d'une attaque. Donc, comme ça, vous aurez la simulation en live d'une attaque. Et on conclura par comment protéger votre entreprise, donc avec quelle réflexion et à travers quelles solutions. Voilà. Bien sûr, on a mis questions-réponses. Bien sûr, il y aura peut-être un focus en fin de webinaire, mais pendant toute la durée du webinaire, n'hésitez pas à interagir en posant vos questions, voilà, ce qui permettra d'alimenter le webinaire. Du coup, commencer. Du coup, je pense que ça n'a échappé à personne. 2020 a été particulièrement marqué par les attaques, notamment dû à cette pandémie qui a mis en avant pas mal de failles au niveau des systèmes de sécurité et surtout informatiques, que ce soit sur les grands groupes, on l'a vu, M6, Fleury-Michon, EasyJet, le groupe Marriott ont été attaqués, mais surtout et malheureusement sur nos centres hospitaliers où là vraiment on a vu que les hôpitaux n'étaient pas forcément bien équipés. Voilà. Donc pour quelques chiffres, il faut savoir qu'aujourd'hui, une attaque en 2019, une attaque était estimée à 9 000 €. Aujourd'hui, en 2020, c'est plus à 35 000. 34% des entreprises qui ont été interrogées ont déclaré avoir une ou plusieurs attaques durant les 12 derniers mois. Et 20% des incidents en termes de cybersécurité ont été provoqués par le télétravail. 60% des PME victimes de cyberattaques massives déposent le bilan dans les 12 mois. Et 94% des responsables de sécurité interrogés ont déclaré avoir été la cible d'une attaque en 2020. Les entreprises qui ont subi une cyberattaque déclarent que 38% ont connu une perte de productivité, ont perdu des données clients et ont perdu aussi des données salariés. Et voilà, 10 000 à 100 000 €, c'est le coût variable que peut représenter, en fonction de la taille de l'entreprise, une attaque. Du coup, je vais laisser la parole à Maria qui va faire un petit focus sur les risques et les impacts que peuvent provoquer une ou plusieurs attaques au sein de la société. Merci Clémence. Rebonjour à tous. Alors effectivement, donc on va aborder la partie risque-impact, ce qui doit certainement vous intéresser peut-être le plus et que vous avez certainement dû isoler aussi dans vos entreprises. Alors on a fait un focus sur 4 grands axes: économique, humain, image et technique. Alors, en commençant par la partie économique, généralement, c'est ce dont nos clients ou nos prospects nous citent en premier lieu. Donc, effectivement, le risque économique, c'est inévitable, entre guillemets, que ce soit une baisse du chiffre d'affaires, que ce soit effectivement toute cette partie gel de la production. Économiquement, ça vous impacte sur votre chiffre d'affaires. Mais par contre, économiquement parlant, il n'y a pas que cette partie-là qui sera lourde à supporter pour une entreprise. Effectivement, une entreprise qui n'est pas bien protégée sur sa sécurité informatique peut effectivement avoir des frais juridiques, ce à quoi on ne pense pas forcément tout de suite, des frais techniques, on peut perdre des contrats clients parce que forcément, effectivement, ça va être un cercle vicieux. Donc, en fait, réellement, vous ne perdez pas que du chiffre d'affaires lié à votre production, vous perdez aussi du chiffre d'affaires ou entre guillemets de la trésorerie parce que vous devez payer des dépenses annexes qui n'étaient pas prévues, comme des frais juridiques, comme on l'a dit, des plaintes des clients, des fournisseurs, ou même une mise en conformité réglementaire pour vous mettre à jour. Le deuxième axe, c'est l'aspect humain. Effectivement, vous allez avoir la notification client de l'intrusion, vous allez être amené à avoir du chômage partiel ou du licenciement,
En réalité, quand on parle de ce risque impact, c'est est-ce que vous êtes réellement protégé aujourd'hui pour subvenir à ce genre de problème? Est-ce que vous êtes paré contre le chômage partiel? Est-ce que vous savez comment réagir si une attaque effectivement arrive au sein de votre entreprise? Troisième axe, c'est l'image, parce que forcément, quand on est victime d'une attaque, vous pouvez avoir certains de vos clients qui perdent, autant vos fournisseurs que vos clients d'ailleurs, hein, qui perdent confiance en vous parce qu'ils ne savent pas si leurs données vont être protégées. Ils ne savent pas effectivement si vous êtes une entreprise qui protège bien ses données, si vous êtes une entreprise de confiance. Donc, ce qui va forcément détériorer votre image de marque. Quatrième axe, la partie technique. Forcément, hein, ça va perturber votre activité puisque vous allez avoir, si on attaque vos machines, par exemple, vous allez avoir un gel de production, mais ça peut être aussi plus lourd que ça et beaucoup le négligent. Ça peut être le vol de vos données, vos savoir-faire, vos fabrications. Si vous êtes en cours de déposer des brevets, par exemple, ça peut être sur ce genre de parties. Donc voilà pour les risques et impacts qui sont notifiés en quatre parties. On va passer à la suite. Donc en réalité, la question n'est plus vais-je subir une cyberattaque, mais plutôt quand. Toutes les entreprises aujourd'hui sont concernées, qu'elles soient TPE, PME ou grandes entreprises. La question est, êtes-vous prêt, êtes-vous paré effectivement à contrer ce genre d'attaque? Alors avec Fabien, on a décidé de vous lisser une liste de questions qu'il faut vous poser. Donc, quelles sont les principales vulnérabilités pour mon entreprise? Ça, c'est la première question. Donc, Fabien, si tu veux bien nous donner quelques explications. Donc, vulnérabilité, qu'est-ce que c'est en fait? Ça va être quelque chose voilà, sur votre système d'exploitation qui va être exploité en fait par les pirates pour s'introduire et vous voler des données, par exemple. Ça peut être aussi sur une base de données, sur votre site internet, etc. L'important, c'est de connaître ces vulnérabilités pour les corriger et finalement faire que vous soyez sécurisé. Deuxième question que l'on peut se poser, merci Fabien pour tes explications, c'est de quand date notre dernier audit? Tous les combien de temps est-ce que tu recommandes de faire un audit? Alors un audit, je recommande de le faire régulièrement, au moins une fois par an. Le but de l'audit, c'est de faire une cartographie à un instant T du système d'information. Ainsi, vous saurez ce qui est finalement efficace au niveau de la protection et dans quoi va falloir investir afin d'être mieux protégé contre les attaques. Troisième question qu'il faut vous poser, mon infrastructure technique est-elle à jour? Alors Fabien, comment savoir si mon infrastructure est à jour? Ben ça va être au niveau de l'audit, on va être capable de vous dire ben voilà, quels sont les systèmes qu'il va falloir mettre à jour afin qu'il n'y ait plus de failles de sécurité dedans. Donc, en fait, on va se connecter sur les différents systèmes. On va vérifier ben voilà, que, par exemple, votre ERP est bien à jour, etc. afin qu'on ne vous vole pas des données, en fait. Quatrième question, sommes-nous préparés à une cybercrise? Alors, comment une entreprise peut-elle mettre un indicateur sur savoir si elle est vraiment préparée? Alors, en fait, on va dire que le plan d'action va être écrit en amont. C'est-à-dire que le jour où ça va arriver, vous allez être sollicité de partout. Donc, si tout n'est pas bien défini, ben voilà, ça va être compliqué à gérer. Va falloir remettre en fonctionnement l'outil de production, etc. Donc, forcément, derrière, les employés ne vont pas pouvoir travailler, les clients ne pourront peut-être pas commander. Ça peut être vraiment problématique. Le but, c'est que cette cybercrise, finalement, dure le moins longtemps possible, car plus elle va durer longtemps et plus vous allez perdre du chiffre d'affaires. Merci Fabien. Dernière question que vous devez vous poser en tant que dirigeant d'entreprise. Avez-vous souscrit à une assurance contre les cyberrisques? Alors, est-ce que Fabien, tu peux nous expliquer quelles sont ces fameuses assurances qu'on peut avoir contre ces attaques? En effet, l'assurance est très important parce que à partir du moment où vous allez perdre du chiffre d'affaires, l'assurance va être capable en fait de compenser. Et ainsi, plutôt que d'avoir un risque de mettre entre guillemets la clé sous la porte, voilà, vous allez pouvoir reprendre votre activité. Il faut savoir aussi que l'assurance va vous imposer un audit pour savoir où vous en êtes. Donc, ce sera l'occasion aussi de vous remettre à jour et de redéfinir une vraie politique de sécurité. Merci Fabien pour ces réponses et ces explications. Comme vous pouvez le voir, pour terminer sur cette slide, le budget cybersécurité aujourd'hui est défini par l'ANSSI, qui est l'organisme de sécurité qui est référencé. On est entre 3 et 10% de votre budget IT. Donc en réalité, aujourd'hui, vous pouvez même avoir un indicateur. Si vous êtes dans cette fourchette-là, vous savez effectivement que vous êtes quasiment à jour. Si vous êtes en dessous ou si vous êtes supérieur, attention à ne pas non plus faire de la surprotection. Alors, on va passer au profil des attaquants. C'est quelque chose qui intéresse beaucoup de personnes, de savoir qui nous attaque et pourquoi ils nous attaquent. Alors, avec Fabien, on a identifié donc plusieurs catégories d'attaquants. On va commencer donc par les concurrents. Pourquoi des concurrents aujourd'hui peuvent réaliser ces attaques, Fabien? Le but des concurrents, voilà, c'est de voler finalement un savoir-faire pour eux-mêmes produire voilà, des choses
à votre place. L'avantage de vous voler des brevets, ben voilà, c'est qu'ils n'auront pas à investir dans la recherche et le développement. Donc, ça peut être très rentable pour eux. On voit souvent des copies voilà, qui sont plus ou moins faites sur certains produits. Ben voilà, ça peut être des vols de brevets, mais aussi de technologie finalement, de savoir-faire, etc. Oui, sachant qu'effectivement, le risque, c'est l'avant-brevet, c'est-à-dire que si vous n'avez toujours pas déposé votre brevet, en réalité, effectivement, c'est cette technologie qu'on va vous voler et que malheureusement, vous ne serez plus en capacité de déposer. Exactement. Ouais. Vous pouvez avoir une super idée, puis vous la faire voler, au final, ça serait un peu dommage. Deuxième type de profil, ce sont les salariés eux-mêmes, Fabien. Alors en effet, parfois ça se passe mal avec vos salariés. Donc deux types de sabotage qui sont possibles. Le sabotage informatique, où finalement, par exemple, un salarié va mettre un ransomware sur le réseau pour tout chiffrer. Ou l'autre solution aussi, tout simplement, bah, ça va être entre guillemets la pince coupante, où il va s'introduire dans la salle informatique, il va couper tous vos câbles, donc il va intervertir les câbles, etc. Donc c'est pour ça, certes, il faut protéger tout ce qui est logiciel, mais il faut aussi protéger votre self-serveur et contrôler les différents accès. Troisième catégorie de profils, ce sont les plus, entre guillemets, connus, hein, ceux qu'on voit peut-être plus à la télé malheureusement, ce sont les activistes. Exactement, on va dire que les activistes, ils ont été connus grâce aux Anonymous, qui ont mené des attaques, voilà, sauf que le fait de mener des attaques, c'est pas quelque chose d'autorisé en France, c'est-à-dire que ces gens-là sont introduits dans des systèmes d'information, et d'un point de vue légal, bah forcément, c'était pas autorisé, donc ces réseaux ont été démantelés par la police. Pour l'instant, les activistes, il n'y en a plus beaucoup en activité finalement, mais ces groupes vont certainement revenir à un futur proche. En fait. Quatrième profil d'attaquants, ce sont les États eux-mêmes. Exactement. Il arrive parfois que des entreprises, pour remporter un contrat, voilà, vont créer une usine dans un pays étranger. Malgré tout, bah, c'est un danger aussi pour ces entreprises, puisque leur liaison Internet, leur système d'information peut être espionné, ce qui fait que derrière, bah, leur savoir-faire va être volé, entre guillemets. Et le dernier profil d'attaquant, donc ce sont les escrocs avec les demandes de rançon. Alors ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, en effet, avec les rançons logiciels. Vous allez arriver au bureau le matin, vous n'allez pas pouvoir vous connecter à votre ordinateur, vous allez avoir un gros message comme quoi on vous dira de payer une rançon, un certain prix, pour pouvoir les récupérer. Donc, comme on le voit en dessous, le retour sur investissement d'un ransomware est de 1425%, donc c'est quelque chose de plutôt lucratif pour les pirates informatiques. N'hésitez pas d'ailleurs dans la rubrique des questions à nous mettre dans cette partie-là, si vous avez été victime d'attaque, quels étaient le type d'attaquant? Est-ce que vous avez été capable d'isoler ces personnes-là? Est-ce que vous pouvez vous dire si c'était plus des concurrents, des escrocs, de l'État? Ça peut être original, effectivement, d'avoir ces données pour la suite. Alors là, on va passer aux différents types d'attaques. Donc, on a vu les différents profils d'attaquants. Là, on va faire les différents types d'attaques. Donc, il y en a toute une liste, comme vous pouvez le voir. Donc, on les a mis dans l'ordre de ce qui est le plus utilisé, au moins peut-être connu ou utilisé. On commence avec le rançongiciel dont on vient juste de parler. Donc, c'est quand on demande une rançon en contrepartie. Exactement. Pour compléter un peu, nous, on va conseiller forcément de ne pas payer la rançon. Derrière, vous n'avez aucune garantie finalement de récupérer vos données. Et l'autre problème qu'on peut avoir aussi, voilà, c'est qu'on alimente finalement un réseau criminel. Donc forcément, on va éviter au maximum de payer la rançon. Deuxième type d'attaque, c'est le hameçonnage, pour lequel on a justement une démo, si je ne me trompe pas. Oui. C'est la démo qui a le plus suscité d'intérêt. C'est ce qu'on voit effectivement dans les retours qu'on a sur la partie échange. Donc, on va faire la démo. Exactement. Ce qu'on appelle le phishing, en fait, c'est que vous allez recevoir un mail sur votre boîte. Vous allez cliquer sur le lien et à partir de là, les hackers vont être capables de récupérer vos identifiants, donc nom d'utilisateur et mot de passe. À partir du moment où ils ont récupéré vos identifiants, ils vont pouvoir aussi donc accéder à vos données. Donc c'est quelque chose qui est très dangereux au niveau de l'entreprise puisque vos données peuvent être revendues derrière. Donc là, je vais vous faire une démonstration pour vous montrer un peu comment ça se passe. C'est quelque chose techniquement qui est assez simple à mettre en place, malheureusement, ce qui fait que voilà, faut être assez méfiant. À ne pas reproduire chez vous, bien évidemment. Exactement. Là, c'est vraiment un but pédagogue, on va dire, de vous dire, de vous montrer. Et du coup, donc là, tu comment vas ça simuler fonctionne. une attaque. Exactement. En fait, je vais avoir deux fenêtres. Je vais avoir la fenêtre de l'attaquant, ce qu'il voit. Et finalement, vous allez voir dans ma boîte mail arriver un lien à travers un message, en fait. Alors, je vais aller sur ma console d'attaque. Je tape le mot de passe. Donc ça, c'est un outil que tu es en train de nous montrer qui permet justement de faire du piratage.
Alors, en fait, cet outil que je vais vous montrer, c'est dans le cadre du piratage éthique, du hacking éthique, entre guillemets. On est là, en fait, pour montrer des vulnérabilités pour qu'ensuite elles soient corrigées au sein des entreprises. C'est vraiment aussi un but pédagogique, voilà, de prendre conscience des choses pour mettre des solutions en place qui vont corriger les différents problèmes. Donc ici, comme vous le voyez, en fait, je vais pouvoir reproduire plusieurs pages de sites internet. Vous avez Instagram, Facebook, Snapchat, etc. Le but, c'est que je crée une fausse page pour que la personne aille dessus et je récupère ses identifiants. Donc là, je vais choisir LinkedIn, qui est un réseau assez connu. D'ailleurs, il y en a plusieurs d'entre vous qui sont inscrits dessus. Alors, là, je suis en train de charger mon serveur d'attaque. Donc, ça prend un peu de temps. Alors d'ailleurs, je vois que dans la partie chat, on a un retour sur expérience. Donc des hackers apparemment seraient passés par la messagerie vocale des téléphones fixes. Ce sont des vieux téléphones à 4 chiffres. Pour le mot de passe de la messagerie, ils ont perdu 3 000 € en 2 mois et c'est une PME. Donc voilà, typiquement, c'est un exemple d'une société lambda, si on peut appeler ça comme ça, qui a subi une attaque par sa messagerie vocale. Continuez à nous faire part de vos retours d'expérience, ce que vous avez actuellement, si dans le passé vous avez été sujet à ce genre d'attaque. Exactement. Après, c'est pas que sur Internet, ça peut être aussi via l'autocom en place ou IPv6. Aujourd'hui, uniquement via les postes, PC. Quoi. Exactement. Ça peut être aujourd'hui par vos mobiles, ça peut être par votre téléphone fixe, votre accès Internet. Exactement. En fait, tout ce qui est connecté à Internet est susceptible d'être piraté. Donc, c'est important en fait de protéger tout ça. Dès que vous avez un accès, voilà, les devices doivent être mis à jour en fait pour justement que vous ne soyez pas attaqué. Alors ça, c'est l'effet démo, donc forcément. Hop. Ça prend un petit peu de temps. Exactement. Parfois, c'est un peu de temps. Voilà, qu'on va hacker des fois. Ça ne se fait pas tout seul quand même. Mm-hmm. Et heureusement, dans un sens, c'est rassurant. Alors, ce que je vais faire là, je copie donc le lien de mon site pirate que j'ai créé, tout simplement. Hop, voilà. Donc là, je l'enregistre. Ensuite, j'envoie le mail à mon destinataire. Hop, et là, je vais le recevoir dans ma boîte mail. Si tout va bien. Donc là, vous voyez, en fait, j'ai reçu, je vais vous l'ouvrir en grand. Donc, vous voyez ici, j'ai reçu un mail finalement qui provient de mon serveur d'attaque. Comme vous pouvez le voir, en fait, la personne expéditeur, c'est Monsieur Durand. Voilà, ça pourrait être quelqu'un que je connais. Et, en fait, ce que j'aurais pu faire avant, voilà, c'est étudier le profil de la personne afin de déterminer qui elle connaissait et de faire quelque chose, un mail assez pertinent. D'accord ? Donc ça, je suis capable de le personnaliser. Donc, on va dire que la personne va cliquer sur ce lien. Ici, elle arrive sur une page LinkedIn et je vais vous montrer en fait ce que l'attaquant va voir. Donc ici, je vais taper l'identifiant et le mot de passe. Donc ici, vous avez ma fenêtre d'attaquant. Ici, donc j'ai tapé Prestige par exemple. Allez, je vais taper un mot de passe. Hop, 2021. Donc, comme vous pouvez le voir, on reproduit quand même pas mal à l'identique le compte Exactement, LinkedIn. ouais, tout à fait. Et donc, vous voyez là, j'ai été capable de récupérer le nom d'utilisateur et le mot de passe. Vous voyez? Donc, les personnes, des fois, peuvent se faire avoir comme ça en cliquant sur un lien. Derrière, en fait, j'ai été redirigé vers la vraie page LinkedIn. Comme ça, l'utilisateur, en fait, ne s'aperçoit de rien. Donc, voilà à quoi ça ressemble le phishing. Il faut savoir qu'aussi, Microsoft, par exemple, vous aide à faire des tests dans votre entreprise pour faire de la sensibilisation au niveau des gens. Donc ça exactement, ça peut être utile. On a beau mettre les meilleures technologies possibles, il faut se dire qu'à l'heure actuelle, voilà, des fois, ça peut passer à travers et l'utilisateur peut être un rempart aussi contre ce type d'attaque. Vous voyez à quoi ça ressemble. Ici, je l'ai fait au sein de l'organisation, chez Prestige. Et donc là, j'ai une personne sur les 29 qui a cliqué sur le lien. Ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va retourner sur la présentation. Alors, au niveau des attaques, donc on a vu le phishing. L'attaque par force brute, ça, en fait, on va couper un service au sein de votre entreprise en envoyant un gros volume de données, en fait. Par exemple, si vous avez un site internet, voilà, les attaquants vont se charger finalement de
de le faire tomber en envoyant plein de paquets dessus. Ça, c'était l'attaque de déni de service. L'homme du milieu, ça va être une attaque en fait. Par exemple, vous êtes connecté sur le Wi-Fi d'un hôtel. L'attaquant va récupérer tous les paquets qui circulent sur le réseau. Et à partir de là, il va pouvoir récupérer vos identifiants, etc., savoir sur quel site vous naviguez. Donc, méfiez-vous quand vous êtes dans un Wi-Fi que vous ne connaissez pas finalement. Les gens peuvent récupérer toutes vos informations. Rapidement, Fabien, Ouais. j'interviens. Dans le cas de Sylvie, justement, quand c'est une attaque via la messagerie vocale, donc via la téléphonie fixe, est-ce que sur cette liste, ça fait partie d'un type d'attaque? Alors, via la téléphonie, en effet, ça peut être une attaque par force brute. Finalement, on va piquer, on va voler le mot de passe. Ça peut être aussi un problème de mise à jour finalement sur PABX ou l'IPBX, où les attaquants vont profiter de cette faille de sécurité pour s'introduire à l'intérieur. Ils vont pouvoir télécharger les messages vocaux, ils vont pouvoir regarder les chats, etc. Passer des appels aussi dans des Ils vont pouvoir passer exactement des appels dans des destinations, et notamment avec le numéro de l'entreprise au final. Donc, ça peut être dangereux parce qu'ils peuvent appeler vos contacts, essayer d'avoir des informations ailleurs. Donc, en effet, il faut vraiment se protéger. Ce qui peut entraîner une grosse facturation. En général, oui, ça peut arriver. Là, vous voyez, on est sur 3 000 € dans ce cas-là. 3 000 €, ben voilà, ouais, c'est déjà énorme. Hein, en 2 mois. Donc, effectivement, ça fait quand même une sacrée somme. Pareil, on a un autre cas, c'est effectivement donc du hameçonnage, c'est l'imitation PayPal, Netflix et Doctolib et même de la banque. La perte se chiffre à 5 000 €. Donc, effectivement, là, c'est ce qu'on vient de voir. Est-ce qu'il y en a une, Fabien, qui est plus fréquente qu'une autre? Est-ce qu'il y en a une qui marche peut-être mieux en transformation, si je peux appeler ça comme ça? Alors, le phishing, en fait, oui, c'est ce qui marche le mieux à l'heure actuelle, parce que ça passe par la boîte. On l'a vu, hein, là, j'ai fait quelque chose finalement. J'ai créé mon propre serveur, c'est quand même passé à travers Gmail, à travers Microsoft. Vous voyez quand même ce qu'on peut faire derrière. Et est-ce que justement, tu as des petits tips, des choses sur lesquelles on doit faire attention, par exemple, quand on reçoit ce type de mail, des choses qui doivent nous indiquer ou attirer notre attention Si je peux me permettre, peut-être qu'il va commencer à nous donner un premier indice là-dessus, c'est que le numéro de téléphone avait conservé un code PIN par défaut qui est le 40. Exactement. Il faut savoir que tous les mots de passe classiques, en fait, sont dans des banques de données disponibles sur Internet. Elles sont mises à disposition des pirates informatiques. Hein. Des fois, vous avez 1 million d'entrées dedans. Donc, vous avez tous les mots de passe classiques, finalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, AZERTY, etc. Donc, on a des outils qui vont scanner finalement votre système. Ils vont faire défiler les mots de passe jusqu'à ce qu'ils trouvent le vôtre. Donc, 4x0, en effet, ça, c'est dans les plus répandus. Donc, je dirais en 2-3 minutes, voilà, le système est hacké, en fait. Donc, dans les mots de passe, il faut mettre de la complexité, donc un nombre important de caractères, avec des caractères, des symboles, exactement. Éviter les choses, vos hobbies, votre film préféré, votre chanteur, des choses qu'on peut peut-être trouver facilement en consultant un Facebook. Exactement. En fait, si vous êtes sur les réseaux sociaux, on va être capable peut-être de déterminer, si on voit le nom de vos enfants, etc., que c'est une mère de famille. Pour se rappeler de son mot de passe, elle a peut-être utilisé le prénom de son fils, etc. Elle va rajouter sa date de naissance derrière. Vous voyez, on est capable aussi de faire de l'analyse. Donc, il faut faire attention à tout ça. Il faut essayer de faire des mots de passe complexes. Et ça, on en reparlera un peu plus bas, de comment se protéger et passer à un volet de son mot de passe. Voilà, donc on va passer à la suite. Donc merci Fabien pour ces explications. Donc après les différentes attaques, donc on va passer à la suite si vous le voulez bien. Alors du coup, effectivement, donc l'analyse de l'attaque mondialement connue. Fabien, je te laisse expliquer ce cas précis d'Eternal Blue. Exactement. En fait, ça, c'était une faille qui était exploitée par la NSA. Son but à la NSA, c'était d'espionner finalement des réseaux, les réseaux informatiques de certains groupes, etc. Cette faille, cet exploit, en fait, a été découvert plus tard par le grand public, ce qui fait qu'une fois qu'elle a été diffusée, plusieurs personnes en ont profité pour introduire des systèmes informatiques et déposer des ransomware. Plusieurs personnes sont arrivées à leur travail le matin et ont vu finalement cette image que vous voyez, comme quoi il fallait payer une certaine somme d'argent pour récupérer ces données. Suite à cette attaque, Microsoft avait mis en place un patch, sauf que beaucoup d'entreprises n'ont malheureusement pas mis leur serveur à jour, qui fait que même à l'heure actuelle, en fait, il y a encore des personnes qui sont attaquées sur cette faille de sécurité. En fait, les failles de sécurité, c'est très facile pour les hackers de les trouver. Vous avez des sites qui sont disponibles sur Internet, qui ne sont pas du tout pirates. Hein. Vous avez un site qui s'appelle Shodan. La première vocation de ce site, en fait, c'est de mettre en avant les services qui sont sur Internet et qui n'ont pas été patchés, par exemple. À partir de là, je suis capable de récupérer l'IP et de mener une attaque contre ces serveurs. Donc, c'est très important de savoir quels sont vos
services qui sont disponibles sur Internet. On parlait de l'audit tout à l'heure. Ben voilà, dans le cadre-là, on est capable de savoir ce qui se passe. Oui, donc je vous ai effectivement, dans la partie chat, je vous ai partagé le lien pour avoir accès à ce site-là. Donc, sur les conseils de Fabien, vous pourrez aller voir et jeter un œil. Exactement. Et ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer voilà, comment ça se passe, une attaque informatique, en fait, et de quelle manière on va être capable de récupérer les données de votre entreprise. Donc, comme tout à l'heure, j'ai encore me connecté à la console d'administration. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir avec cette attaque? Quel genre d'informations est-ce que tu comptes récupérer? Alors là, en fait, le but, c'est que je crée un compte sur le serveur finalement qui est disponible sur Internet et en fait que je m'introduise dedans afin de voir quelles sont les données stockées et récupérer un maximum d'informations. À titre de comparaison, finalement, c'est un peu comme si voilà, vous avez une maison, vous avez fermé la porte, mais vous avez mis la clé sous le paillasson. Donc, moi, le but, voilà, c'est que je récupère la clé, puis finalement, j'accède à toutes les données qui sont à l'intérieur. D'accord. Donc, au niveau de l'attaque, j'ouvre une console et donc cette console, en fait, là, j'utilise un logiciel qui est assez connu sur Internet. Ça s'appelle Kali, en fait. On a plein d'outils, justement, voilà, qui peuvent nous aider à faire des audits au sein des systèmes d'information pour voir ce qui ne va pas, ce qu'il faut corriger, et pour accompagner, par exemple, les clients de mettre des solutions en place. Ça, c'est typiquement ce que tu peux te servir en cas d'audit. Exactement, c'est un outil dont je pourrais me servir. Même vous, voilà, vous pouvez télécharger la machine sur Internet. Ça peut être quelque chose d'intéressant. En fait. Il faut s'y connaître un petit peu, j'imagine. Ou est-ce que c'est à la portée de… Parce que c'est de la programmation, c'est ça quand même, ça reste… Alors, là, on reste plus dans le système, en fait. C'est pas de la programmation pure, mais la programmation peut aussi servir des fois. Pourquoi? Parce que des fois, il y a du code malveillant qui est injecté dans certains programmes. En effet, ça peut permettre une analyse, en fait. Donc là, en fait, je programme mes variables pour lui dire, voilà, quel serveur je vais attaquer. On va admettre que voilà, c'est un serveur qui est sur Internet. Donc là, je lance mon attaque. Donc, vous voyez, il me détecte, je ne sais pas si vous avez le temps de voir, il me détecte le système d'exploitation. Là, il me dit qu'il est vulnérable. En fait, c'est un système qui n'a pas été mis à jour. Donc là, il me crée une connexion, en fait. Donc là, je suis connecté sur le serveur. C'est-à-dire que maintenant, je vais pouvoir faire ce que je veux. Donc, à partir de là, je vais ouvrir une console. Et ce que je vais faire, comme je vous l'ai dit, je vais créer un utilisateur dessus. Pour que vous ayez la visu de ce qui va se passer, je vais vous montrer la fenêtre. Ouais. On va verrouiller l'ordinateur. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous voyez bien, si les écrans sont bien positionnés sur le vôtre. Donc, vous voyez, pour l'instant, j'ai juste un utilisateur. Et là, je vais créer, voilà, le nouveau user, hack 2021. Je ne vais pas faire très original. Donc, vous voyez, il me dit que ma commande s'est terminée correctement. Et donc là, si je regarde maintenant, tu vas pouvoir, exactement, je vais pouvoir rentrer dans le système. Alors, changer d'utilisateur. Donc, vous voyez, là, j'ai créé un utilisateur qui s'appelle test10. On le voit apparaître. Alors, on nous dit que l'écran est un petit peu bas. Si on pouvait peut-être remonter un tout petit peu, voilà, cette fenêtre. Voilà, ça va être… Voilà, dites-nous si c'est mieux comme ça. Exactement. Donc ici, vous voyez, à la base, j'avais aucun compte utilisateur. Et finalement, vous voyez, là, j'accède au serveur. C'est-à-dire que s'il y a des données clients qui sont stockées, voilà, j'ai être capable… Les documents confidentiels. Exactement, tout à fait. Est-ce qu'une personne qui est connectée en même temps que toi sur sa session, Fabien, peut s'en rendre compte? Alors là, on va dire que oui, ce ne serait pas un hacking très malin, entre guillemets, puisque c'est voyant, finalement. D'accord. Tu vois, si la personne se connecte sur le serveur, elle va voir qu'il y a un compte en plus, elle va trouver ça bizarre, et là, il y a des chances qu'elle verrouille l'accès définitivement. D'accord. Après, qu'est-ce qui a montré les failles? C'est que tu penses qu'il n'y a pas de solution de sécurité assez… En fait, là, en effet, je pense que le pare-feu aurait été mal configuré.
Et aussi que le système, tout simplement, n'a pas été mis à jour. Parce que des fois, d'avoir un pare-feu, ça ne suffit pas à la preuve. Il faut bien le configurer. Il faut toujours multiplier les couches, je dirais, au niveau de la cybersécurité. Ne jamais compter que sur un système. Si un jour celui-ci est défaillant, les attaques peuvent passer à travers. Donc, il y a plusieurs strates. Il faut absolument tout mettre à jour et tout verrouiller, en fait. Donc ça, c'était pour l'attaque de serveurs. Comme on l'a vu, sur le site Shodan, vous voyez des serveurs comme ça qui sont diffusés sur Internet. Il y en a encore 772 000 dans le monde. Vous voyez, c'est juste énorme. Hein. Donc ça veut dire sur 772 000, j'ai toutes mes chances d'en trouver un et de pouvoir le hacker. Est-ce qu'on peut voir éventuellement par pays? C'est quelque chose qu'on peut avoir? Exactement, on va voir si en France, on est des bons élèves, tout à fait. Donc en France, on en a 25 000 qui sont diffusés sur Internet avec le protocole SMB1, qui est un vieux protocole de partage de fichiers, donc qui est potentiellement vulnérable, en fait, il n'a pas été patché. D'accord. Donc ça, c'était l'attaque d'un serveur pour vous montrer qu'il faut bien faire attention. À partir du moment où vous mettez des données sur Internet, c'est scanné par des sites qui sont légitimes parfois, comme celui-ci, et ça donne des informations aux pirates informatiques. En fait. Alors, j'ai une petite question, Fabien, si tu le permets. Comment sécuriser un collaborateur en télétravail qui se connecte à distance aux données sensibles? Il y a plusieurs solutions. Il va y avoir le VPN SSL. Finalement, ça va être un client qu'on va installer sur le poste. L'utilisateur va le mettre en route, va taper son login, mot de passe, et à partir de là, il va pouvoir être capable d'accéder aux données au sein de l'entreprise. En fait. Sécurisé. Exactement. Après, pareil, les postes, le problème, c'est que des fois, finalement, il y a beaucoup de gens qui ont mis les VPN sur des postes finalement personnels. Exactement, finalement, et les postes personnels, ils n'ont peut-être pas la même protection que ceux de l'entreprise, ce qui peut être dangereux. Ce qui amène maintenant une nouvelle approche qui s'appelle le Zero Trust, mais ça on en parlera plus tard dans la présentation. En fait, le Zero Trust, on va contrôler tout ce qui se passe avant d'accéder à la donnée. En fait. C'est le futur modèle, on va dire, qui remplacera peut-être en partie le VPN. Voilà, en espérant que ça ait répondu à votre question. Donc, on a parlé des serveurs finalement, mais peut-être que certains d'entre vous se disent, moi j'en ai pas, tout est externalisé, je suis pas vraiment concerné. Et pourtant, les postes informatiques doivent être aussi protégés et mettre à jour. Donc là, c'est ce que je vais vous montrer. J'ai fait une autre attaque où là, par contre, on va être capable de récupérer les données qui sont sur le poste de l'utilisateur. C'est-à-dire, ça va être tout ce qui est mot de passe, on va pouvoir faire des photos avec sa webcam, on va pouvoir enregistrer ce qu'il dit même. Ça peut être important parce que s'il est dans une réunion stratégique, en fonction de l'activité. Pour récupérer les idées, par exemple, qui ne sont pas vraiment notées noir sur blanc, ça peut être… Exactement, ça peut être… donc, on est capable de… Même le problème, je dirais, de ces attaques, c'est encore peut-être plus dangereux même que les ransomware, parce que le ransomware, au moins, on le voit. On peut les tracer. Exactement, alors que là, on arrive au bureau, on croit que le poste marche bien, on voit rien et finalement, on se fait espionner. Et puis, on le découvre certainement des mois, des années plus tard. Il y a des gens, ils sont pas au courant, mais à l'heure actuelle, ils sont sans doute… Sur écoute. Ils sont peut-être sur écoute, ils sont peut-être… comme on l'a dit, oui, tout à l'heure, en effet, il y a… Toujours dans une optique d'améliorer, effectivement. Il y a deux types de hackers, finalement, les hackers éthiques, ceux qui vont vous montrer vos vulnérabilités, qui vont vous aider à les corriger, et les hackers qui vont être capables de rentrer dans votre système et de revendre les données. Donc, il y a vraiment deux approches à ce niveau-là, en fait. Hop, alors, maintenant, on va lancer l'attaque sur le poste de travail. Quelle information tu vas nous récupérer, du coup, cette fois-ci? Alors, cette fois, on va essayer de faire une capture d'écran, puis on va essayer de voir si on peut faire une photo grâce à la webcam. Alors, ce qu'on va faire déjà, on va faire un screenshot. Là, je vais faire une capture d'écran, en fait, du bureau au niveau de l'ordinateur. Alors, on va aller la chercher, système de fichiers. Script. Et voilà. Donc, on va la lancer. Donc, screenshot. Donc, vous voyez, elle est apparue ici. Double-clic dessus. Et là, on voit qu'il y a une fenêtre ouverte. Bon, la qualité n'est pas super, parce que le poste est à distance, la liaison ne doit pas être très bonne, mais on est capable de voir, de lire quand même ce qui se passe sur l'ordinateur. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui est en train de rédiger un mail, qui est en train de taper un rapport. En réalité, si on arrive au bon moment, au bon endroit, on peut faire un print écran de son rapport. Exactement, oui, tout à fait. Donc maintenant,
Hop, on va essayer de faire un snapshot au niveau de la cam. Là, vous voyez, voilà. mon collègue pris en flag. Mais vous voyez tout ce qu'on est capable de faire au final. Donc c'est pour ça qu'il faut bien protéger vos ordinateurs. Même si toutes vos données sont dans le cloud, chez Microsoft, Google, peu importe, faites attention. Et n'hésitez pas à prendre des petits caches. Les caches webcam, webcam. il y a une photo Voilà. très connue de Mark Zuckerberg où on peut le voir que même lui, pourtant qui est le big boss de Facebook, a mis un scotch sur son micro et sur sa webcam. Comme quoi. Donc voilà pour ces démonstrations. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, Voilà. Comme on l'a dit, voilà, il ne faut pas faire ça chez vous, voilà. Sinon ça peut être jusqu'à 2 ans d'emprisonnement, 30 000 € d'amende. Donc vous voyez, il y a des gros risques derrière. Hein. Finalement, c'est comme si vous introduisiez dans une maison. Voilà, c'est vraiment du domaine du privé, le système. Donc voilà, je te laisse. Ouais. Alors on va passer donc à la slide suivante. Donc c'est la gestion de crise. Donc quelle communication adopter en cas d'attaque? Effectivement, on le minimise un petit peu, mais malheureusement, vos salariés sont en première ligne. Souvent, c'est grâce à vos salariés que vous apprenez que vous êtes, grâce ou à cause plutôt entre guillemets, que vous êtes victime d'une attaque. En réalité, il faut bien faire attention à cette partie-là, parce qu'un salarié qui n'est pas préparé peut être soumis à du stress, il peut avoir peur, il peut effectivement complètement oublier et négliger cette partie-là parce qu'il pense que vous allez, ça peut être, je sais pas, un licenciement, enfin un salarié dans ces moments-là est un petit peu pris de panique, donc il ne sait pas trop quoi faire. Donc en amont, effectivement, si vous voulez bien gérer cette cyberattaque, il faut communiquer en premier lieu auprès de vos salariés. Alors est-ce que Fabien, tu peux nous donner des tips sur comment préparer justement ces salariés? Les salariés, en fait, comment on va les préparer? Les salariés, on va dire qu'ils vont plus subir finalement la crise. Vous voyez, on peut nommer quelques référents parmi eux, mais voilà, il faut vraiment que tout soit bien cadré en amont. Ce qui va être important, en fait, c'est de leur transmettre le plan d'action pour que s'ils arrivent un matin et que tout n'est pas opérationnel, mais qu'ils sachent quoi faire. Ça sera peut-être de prendre des ordinateurs de secours, ça va peut-être être finalement de rentrer chez eux, qu'ils attendent qu'on leur dise que l'outil de reproduction est reparti. Enfin voilà, ça c'est au niveau des... Il ne faut surtout pas aussi qu'ils conservent l'information pour eux, parce que plus la rétention d'informations concernant l'attaque, plus l'entreprise perd du temps, de l'argent. Exactement, voilà, il faut plutôt, dans certains cas, il faut garder ça pour soi, pour pas... pour des questions, on va dire, stratégiques, voilà, il ne faudra pas que ce soit diffusé parce que si ça tombe dans la presse, etc., ça peut être compliqué pour vous de le gérer au final. Donc oui, la communication, c'est très important. On va passer à la partie donc diffuser donc une communication positive et efficiente. Effectivement, donc c'est tout ce qu'on vient de dire. Donc préparer au mieux votre entreprise pour pouvoir gérer cette partie crise. En réalité, le but, on est bien tous d'accord, hein, c'est de ne pas laisser le temps aux attaquants de communiquer avant vous. D'accord? Donc pour des raisons qui sont bien sûr tactiques. Donc en fait, c'est ce laps de temps qui va vous être un avantage complètement bénéfique pour vous. Donc prévoyez plusieurs communiqués pour informer des évolutions de la situation jusqu'au retour à la normale des systèmes et de l'activité. Dans ce genre de situation, plus vous communiquez, plus vous alertez sur votre situation et plus ça vous sera bénéfique quand vous en sortirez. Et ensuite, on va peut-être parler aussi de la RGPD, Fabien. En effet, la RGPD, voilà, s'il y a une fuite de données, vous risquez une grosse amende finalement. Beaucoup ont considéré le RGPD finalement comme une contrainte, alors que c'est une vraie avancée finalement qui permet de se remettre à jour au niveau de la sécurité, de comprendre voilà, le fonctionnement de nos process pour corriger voilà, s'il y a certaines défaillances. Donc c'est un vrai gage de sécurité. En fait, vous avez, certes, votre entreprise est protégée, mais vous-même, finalement, quand vous mettez vos données personnelles sur un site tierce, c'est quelque chose voilà, qui permet qui est aussi à votre avantage finalement. Vous voyez, c'est toute la chaîne qui est impactée. On l'a vu, les fuites de données, en plus, il y en a eu beaucoup avec LinkedIn. Il y a eu 500 millions de comptes dans la nature. Enfin, tous les grands, même les grands groupes sont confrontés voilà, à ce type de problème. Donc la RGPD, c'est quelque chose d'important et c'est une bonne initiative voilà, qui a été prise au niveau européen. Quand on parle des grands groupes, d'ailleurs, effectivement, c'est pas pour prendre en exemple les grands groupes, c'est simplement que sur la réalité du terrain, on se rend compte que beaucoup d'entre vous pensent que les attaques ne sont destinées qu'aux grandes entreprises. Donc, quand on rencontre des TPE et des PME, souvent le premier discours c'est on n'en est pas là. Donc malheureusement, effectivement, c'est pas on n'en est pas là, c'est tout le monde est victime, qu'elle soit grande, qu'elle soit petite, que vous soyez dans un secteur d'activité bien particulier, que vous soyez sur un secteur plutôt médical, comme on l'a entendu tout à l'heure.
ça touche vraiment tout le monde. À partir du moment où vous n'êtes pas protégé, en fait, vous êtes vu comme une cible. Donc, Toute entreprise est cible. Voilà. Les TPE, PME, oui, sont souvent attaqués finalement parce que n'ont pas les moyens, ils n'ont pas le personnel en interne. Et parfois, ça peut des attaques par rebond. On va dire que la PME, finalement, est un fournisseur d'un grand groupe. C'est plus facile pour l'attaquant de passer par la PME, qui est moins bien protégée exactement que par un grand groupe. Donc, c'est pour ça, quand vous travaillez avec des partenaires, des fournisseurs, etc., renseignez-vous bien sur le niveau de maturité, au niveau de la cybersécurité. S'ils sont ISO 27001, par exemple, c'est des normes reconnues, donc ça peut être intéressant. Oui, à partir du moment où vous donnez aussi l'accès à distance à l'entreprise et autres, à un fournisseur, un prestataire ou autre, assurez-vous bien que le lien dédié est bien protégé. Tout à fait, c'est-à-dire que vous laissez une porte qui est ouverte, donc elle doit être contrôlée finalement. C'est à vous de donner l'accès au fournisseur en temps et en heure. C'est vous qui ouvrez l'accès aux données. Vous déterminez à quelles données il doit accéder exactement. Enfin, tout ça doit être tracé en fait par des journaux d'événements. Moi, si un jour il y a un problème, vous savez où chercher la faille. Et aussi par le biais d'un contrat de confidentialité avec vos fournisseurs, vous pouvez très bien établir, ou avec vos informaticiens par exemple, un contrat de confidentialité, c'est-à-dire que le prestataire s'engage à avoir accès à ces données et au moins le jour où il se passe quoi que ce soit, vous savez que vous pouvez en tenir responsable. Donc ça, c'est aussi un type, parce que beaucoup, vous n'avez pas ce genre de choses. C'est juste un échange de mails et qui ne vous protège et ne vous prouve en rien que c'est leur faute. Alors, on a une petite question, Fabien, avant d'enchaîner. Quelle est la meilleure protection, sécurisation en termes de réseau informatique? Alors ça, c'est un sujet un peu vaste en fait. Comme j'ai dit, il va falloir mettre en place plusieurs couches de sécurité. D'accord? Ça ne va pas être qu'un pare-feu, ça ne va pas être qu'un antivirus. En fait, ça va être l'ensemble de ces solutions qui font que vous allez être protégé. L'important aussi, c'est sur un réseau, tout doit être logué. C'est-à-dire que vous devez avoir des journaux sur ce qui se passe pour comprendre, et analyser, puis mettre les mesures nécessaires. Donc, on peut aussi mettre en place ce qu'on appelle des SOC avec des SIEM, sur lesquels c'est des centres qui vont récupérer toutes les données. Ils vont corréler tout ça et ils vont vous dire attention, là, il y a peut-être une attaque sur votre réseau qui est en cours ou quelque chose qui n'est pas normal. Vous voyez? Donc, en fait, ça ne va pas être qu'une solution, c'est vraiment un ensemble. Ça, nous, clairement, on est capable de vous accompagner là-dessus. Après, on va vraiment raisonner. Voilà, le but, c'est un rendez-vous, c'est un audit, c'est échanger avec ce que vous avez en place. Nous, on va adapter la solution de sécurité en fonction de l'entreprise, de ses besoins, de ce qui grandit, de tout l'écosystème autour. Donc après, la solution, elle va s'adapter en fonction du réel besoin. En fait, voilà, d'une entreprise à une autre, ce n'est pas une solution standard. Il faut toujours s'adapter à l'architecture qui est mise en place. Si tout est externalisé, on ne mettra pas les mêmes technologies peut-être que si tout est sur le site principal. Enfin, vous voyez, il y a... Monosite, multisite, exactement, voilà, tout s'adapte. Tout s'adapte, exactement. Et donc, il faut vraiment mixer les solutions. Pourquoi pas mettre plusieurs éditeurs différents, comme ça au moins, s'il y a une faille chez un éditeur, tout n'est pas impacté derrière. Bon, on espère avoir répondu à votre question et surtout, n'hésitez pas à rester, à nous contacter via ce webinaire pour un rendez-vous ou même pour un entretien téléphonique. Donc, on va passer à la suite. Alors, du coup, les solutions pour lutter contre les cybercriminels. Donc, on en a parlé un petit peu autour des questions qu'on a eues. Fabien l'a aussi un petit peu annoncé autour de ce webinaire. Est-ce que tu veux approfondir encore un tout petit peu, quelques solutions bien de départ, ça reste l'audit, je pense. L'audit, tout part de l'audit. Il faut savoir ce qui se passe en fait sur votre système d'information. Si demain, par exemple, on est amené à travailler ensemble, forcément, je ne sais pas ce que vous avez mis en place, etc. Donc, c'est important de partir de cette base. Suite à l'audit, ensuite, on met en place ce qu'on appelle un schéma directeur. C'est-à-dire que ça va être un ensemble d'actions qui vont être finalement planifiées. On va être capable aussi d'évaluer leurs coûts, etc. Donc, c'est un vrai avantage pour la direction d'une entreprise de savoir où elle va et de quelle manière elle va pouvoir être protégée. Donc, oui, en effet, il y a les audits. Donc là, c'est une cartographie à l'instant T. Les tests d'intrusion, soit vous ne donnez aucune information, on essaie de rentrer dans votre système et de simuler, je sais pas, un vol de données, de chiffrement, etc. Soit vous nous donnez des comptes et à partir de ces comptes, on va essayer de creuser jusqu'à ce qu'on arrive à vous montrer les vulnérabilités. Après, il n'y en aura pas forcément, mais au moins, ça vous permet de savoir où vous en êtes. Soit de vous rassurer ou soit d'optimiser. Exactement. Ouais. À savoir aussi que SFR Business est le deuxième intégrateur de cybersécurité en France, qui représente quand même 50% du CAC 40 aujourd'hui. Alors, on va passer à la suite, si Fabien, tu as terminé cette partie-là.
Est-ce que tu peux un peu nous parler de qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information? Que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent, mais connaissent pas vraiment leurs objectifs. Vous la connaissez peut-être de nom, donc c'est l'État voilà, qui vous offre des services qui vont permettre finalement d'augmenter la sécurité de votre système d'information. Donc sur leur site, vous pouvez trouver beaucoup de documentation, de bonnes pratiques à mettre en place. C'est quelque chose voilà, que vous pouvez vous inspirer. Parfois, les TPE, PME, vous n'avez pas les moyens de passer par une entreprise, mais votre DSI ou RSI en interne ben voilà, peut déjà s'inspirer de ces bonnes pratiques pour les mettre en place. Pareil, si un jour vous faites hacker, ben vous pouvez aller sur un de ces sites et le déclarer directement. Et puis, il y a un gros projet donc, avec l'horizon 2025 où là, suite aux précédentes attaques, voilà, l'ONTI a lancé une grosse communication pour aider les entreprises à renforcer leurs solutions, surtout en termes de cybersécurité. Donc, je vous invite à checker le site internet. Et surtout au niveau actualité, l'État a mis en place un budget aussi pour les entreprises qui en ont besoin pour parer justement à ces attaques, surtout en cette période de Covid qui est un petit peu compliquée pour toutes les entreprises. Donc, on va passer à la suite, nos partenaires techniques. Donc, comme vous pouvez le voir, on a un panel de partenaires techniques qui sont plutôt voilà, assez riches. Parce que Fabien, ils ont chacun une particularité. Pourquoi est-ce qu'on a autant de partenaires techniques? Tout à l'heure, tu as dit que justement, c'était bien de mixer un petit peu toutes les solutions. Exactement. L'avantage, voilà, c'est qu'on est capable de couvrir tout le système d'information finalement grâce à ces protections qui sont offertes. Ça peut être du pare-feu, ça peut être aussi ce qu'on appelle du bastion, voilà, qui vont protéger les comptes utilisateurs sensibles. Ça peut être des produits, voilà, certifiés européens. Enfin, vous voyez, on est capable vraiment de faire un mix pour s'adapter, voilà, aux contraintes réglementaires et à la fois techniques. Après, c'est vrai que là, vous voyez que nous, on n'a pas fait le choix de s'orienter sur un éditeur de sécurité spécifiquement, mais justement, c'est plutôt le besoin et le client rencontré sur lequel après, grâce auquel on va adapter la meilleure solution. Donc voilà, nous, on n'est pas pro Forti ou pro WatchGuard. On va adapter la solution la plus adaptée aux besoins. Alors, on va passer à la question qui est: quel avenir pour la cybercriminalité, Fabien? Bon, on voit que les organisations cybercriminelles, en fait, maintenant, ça devient des vrais TPE, PME finalement. Il y a plusieurs personnes à l'intérieur voilà, qui vont être capables de mener des attaques. Parfois, ils ont des niveaux d'ingénieurs. Savoir, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose de très lucratif. Donc, ça se professionnalise. Il faut savoir que maintenant, certaines organisations ont même des services de hotline pour vous dire jusqu'où ça va. Par exemple, vous avez eu un ransomware, vous payez la rançon, les données ne sont pas déchiffrées, vous les appelez. Vous êtes sur une hotline, et s'ils sont gentils, voilà, ils vont vous aider pour récupérer vos données. En fait. Ensuite, on a la quantique, en fait. Voilà. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que les processeurs informatiques ont une certaine puissance. Donc, on va dire que pour déchiffrer certaines clés, ça prendrait peut-être plusieurs centaines d'années. Avec la quantique, on va vraiment augmenter cette capacité finalement de calcul, ce qui fait que ce qu'on déchiffrait en plusieurs dizaines d'années, plusieurs centaines d'années, voilà, maintenant, ça prendra peut-être plus que 5 minutes. Donc, c'est intéressant pour les pirates informatiques pour s'introduire dans vos systèmes. La puissance de calcul étant augmentée, ça ira beaucoup plus vite. Ce sera beaucoup plus facile pour eux. En fait. Et ensuite, le Zero Trust, comme je le disais au début de la présentation, voilà, on connaît le VPN, sauf que maintenant, les architectures ont changé et maintenant, tout est dans le cloud. Donc, c'est plus tout à fait adapté pour certaines entreprises. Il est apparu le Zero Trust, où là, on va partir de la donnée. Et si vous avez une personne qui n'est pas autorisée, un ordinateur qui passe sur le bon réseau, etc., elle ne pourra pas accéder à cette donnée. Donc, une gestion plus simple, plus rapide, qui est sans doute l'avenir au niveau de la sécurité. Voilà, donc maintenant qu'on a abordé l'avenir pour la cybercriminalité, donc c'est la partie questions-réponses. Donc effectivement, on a eu pas mal de questions tout au long de ce webinaire. On ne va pas vous retenir plus longtemps, puisqu'on est sur le format qu'on s'était imposé, donc d'1 heure. Donc, on vous remercie. Voilà. Après, comme je l'ai dit au début, n'hésitez surtout pas à nous retrouver, soit directement par téléphone, nous contacter, aller sur notre site internet. Nous, bien sûr, on est à votre disposition pour vous rencontrer, échanger avec vous, voilà, juste faire le point sur vos besoins, vous rassurer, vous guider. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous contacter directement. Merci à tous, merci d'avoir participé et puis peut-être à bientôt.